tekan mi tekan hamrayitin Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Le nouveau découpage administratif de la région de Dakar fait débat et fait polémique. Les litiges fonciers font également l'actualité. À la une cette semaine, Ndengler ou encore Nianing dans la commune de Malicounda où s'est rendu d'ailleurs notre invité, Guy Marius Sagna. Bonjour. Bonjour Babacar Fall. Vous avez été invité par une association locale dénommée Djok Djotna qui dénonce l'attribution de plus de 18 hectares de terre à des promoteurs immobiliers par le maire de Malicounda. Ces terres se trouvent sur le littoral de Nianing, mais en même temps, d'autres habitants vous ont déclaré persona non grata. Circulez, il n'y a rien à voir ici, vous ont-ils lancé. Mais votre visite a été plus mouvementée que cela. Vous dites avoir subi des violences. Sur les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, on vous voit autour de ceux qui vous ont invité et autour de ceux qui protestent. On a vu certains de ceux qui protestent vous éclabousser de sable. S'est-il passé autre chose ? Il s'est passé une agression. Il s'est passé un guet-apens tendu par des chenapans envoyés par monsieur le maire de Malicounda et directeur du COUD. Il s'est passé une action vindicative alliée avec les tristes et dramatiques événements des mois de février et mars 2021. Parce que tout simplement le président Macky Sall et les membres de son parti sont dans une perspective vindicative, rancunière. Ils ne se sont pas encore remis de la claque, de l'humiliation, en tout cas c'est comme ça qu'ils le perçoivent, que leur a infligé le peuple sénégalais. Ils ont élaboré un plan consistant d'abord à dérouler un certain nombre de meetings avec les deniers publics du pauvre peuple sénégalais. L'effet de Nianing, d'abord, Guy Marius Sagna. J'en viens. D'une part. D'autre part, ils ont continué plutôt à se venger. Et les faits de Nianing, qui sont certes des faits fonciers, mais qui sont aussi des faits de vengeance, d'agression, des faits vindicatifs à l'endroit de ceux qu'on considère comme ayant été à l'origine de ce qui s'est passé au mois de février et au mois de mars. Vous ne pouvez pas comprendre totalement la violence qui s'est abattue sur les membres du FRAPP à Nianing, la violence qui s'est abattue sur les membres du FRAPP à Médina Wandifa, dans le département de Bounkiling. Sur les images qui ont été diffusées, sans prendre en compte les on éléments voit juste de février et mars. Des gens vous asperger de sable. Pas autre Écoutez, chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, ce qui s'est passé, c'est que la veille de notre visite de Nianing, nous avons eu des menaces. Des gens liés au maire de Malicounda nous ont clairement menacés et nous ont quasiment interdit de venir à Nianing, à Malicounda, d'abord. Ensuite, quand nous sommes arrivés à Nianing, bien avant que les choses ne démarrent, des pick-up avec des gens liés au maire nous ont dépassés à plusieurs reprises et les gens nous ont quasiment menacés. Nous étions assis attendant de pouvoir commencer ce pourquoi nous étions venus et les gens dans leur pick-up nous ont dépassés avec des menaces très clairement à peine voilées. Ceux qui nous ont invités ont voulu louer des salles pour pouvoir accueillir la présentation d'un livre blanc, parce que c'est de ça dont il s'agissait. L'association, le mouvement Djok Djotna devait présenter à la population un livre blanc relatif aux 18 hectares, objet du débat et de la polémique. Et donc, personne à Nianing n'a osé
leur louer une salle. C'est-à-dire que, en haut lieu, et nous disons clairement, le maire de Malicounda est directeur du COUD, et ses partisans ont usé de tout leur poids, de toutes leurs menaces, pour empêcher qu'une salle soit louée au mouvement Djok-Jotna. Voilà ce qui s'est passé. Ensuite, nous sommes allés sur les lieux pour faire une visite, parce que nous étions partis pour écouter, pour regarder. Et quand nous sommes arrivés, nous sommes descendus de nos voitures, mais immédiatement, nous avons vu plusieurs pick-up, des voitures, débarquer, leur cargaison de nervis, leur cargaison de militants liés en fait au maire Maguette Sen. Et dès qu'ils sont descendus, ils nous ont trouvés en pleine explication. Robert, membre du mouvement Djok-Jotna, a commencé à expliquer. Dès qu'ils sont arrivés, ils l'ont traité de menteur. Ils lui ont dit dans FN. Ils lui ont dit Dofi Waché. C'est comme ça que ça a commencé. Il a continué et il a été incapable de poursuivre parce qu'il a été menacé, il a été hué, il a été traité de menteur, il a été insulté. Voyant que cela ne suffisait pas, parce que nous étions debout, là, à les regarder, ils ont commencé à prendre du sable et à nous en jeter à la figure. Et ce qui s'est passé, c'est que nous sommes entrés dans nos voitures, et nous sommes allés à la gendarmerie. Oui, parce que... Nous sommes allés à la gendarmerie, et quand nous sommes arrivés à la gendarmerie, nous avons dit aux gendarmes ce qui se passait. Nous avons dit au commandant de brigade ce qui se passait sur le terrain. Quand vous rejoigniez votre véhicule, vous aviez encore votre polo intact. Après coup, d'autres images circulent, on voit ce polo déchiré. Des accusations de manipulation d'ailleurs contre vous, Guy-Marius Sagna. Les membres du FRAPP font partie de cette école ou de ces militants qui disent clairement que Djef mooy nattukaayu dëgg d'une part, mais d'autre part, benn picc du yëgle nawet. Comme pour dire, une hirondelle ne fait pas le printemps. Les membres du FRAPP, on peut les accuser de tout. Mais sur le long terme, on ne peut pas accuser le FRAPP et ses membres de manipulation. Nous n'avons jamais été pris en flagrant délit de manipulation. Justement, nous sommes allés sur le terrain à 2 reprises. J'estime que les citoyens sénégalais qui ont dû être troublés par une certaine propagande ignorent cela. C'est pourquoi je dis, nous sommes allés sur le terrain à 2 reprises. Nous sommes allés une première fois, nous avons été menacés, insultés, du sable versé sur nous. Nous sommes montés dans nos voitures, nous sommes allés à la gendarmerie. Et effectivement, là, il n'y avait pas d'accrochage. Nous n'avons pas été agressés physiquement à ce stade-là. Nous sommes allés à la gendarmerie. Quand nous sommes allés à la gendarmerie, nous avons interpellé le commandant de brigade. Nous les avons informés de ce qui s'est passé. Mieux, il y a quelqu'un qui était sur le terrain que les gendarmes connaissaient. Je soupçonne même qu'il soit un gendarme ou en tout cas un de leurs supérieurs. Quand nous arrivions à la gendarmerie, il se garait devant la gendarmerie avec sa 4x4. Nous avons les numéros d'immatriculation. Nous sommes entrés, je l'ai interpellé, je lui ai dit qui vous êtes? Parce que vous étiez sur le terrain, vous n'avez rien fait et je vous vois là garé dans le plus grand calme devant la gendarmerie. Il y a même eu un échange à haute voix et les gendarmes et tous les autres gendarmes, y compris le commandant de brigade, étaient là, silencieux. D'accord? Et nous avons interpellé la gendarmerie, nous avons même dénoncé la gendarmerie. Et ensuite vous êtes retourné sur le terrain après la gendarmerie? Oui, nous les avons interpellés parce que la gendarmerie avait appelé les membres du mouvement Djok-Jotna la veille. Ils savaient que nous allions venir et nous ne sous-estimons pas les services de renseignement de la gendarmerie. Nous savons qu'ils sont très compétents. Donc, ils n'ont pas pu ne pas être au courant de ce qui se tramait. Circulez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Babacar, vous découvrirez des photos, des audios, des menaces à peine voilées, des insultes, avant même la manifestation. Et aujourd'hui, des citoyens lambda ont exhumé des audios de militants, de nervis de Maguette Sen, donnant l'ordre de prendre des minicars dans tout le département pour empêcher ce qui allait se passer. Si des membres du FRAPP, des non-membres du FRAPP,
ont réussi à exhumer ces audios, ces preuves-là. Nous sommes persuadés que la gendarmerie était au courant. Pour résumer, nous sommes allés une deuxième fois. Retourner sur le terrain après la gendarmerie. Nous sommes allés une deuxième fois. La gendarmerie a essayé de nous en empêcher. Nous sommes partis. Parce que nous estimons que aucun citoyen sénégalais... À quel moment est intervenu cet accrochage physique entre vous et les autres? Nous sommes retournés sur le terrain et nous avons recommencé la visite. Et quand nous sommes retournés sur le terrain, nous avons trouvé là-bas des gendarmes. Et quand la visite a redémarré, les autres sont revenus devant et face à cela, il y a eu une inertie incompréhensible, une inertie suspecte, pour ne pas dire clairement complice de la gendarmerie. J'en profite pour dire clairement que si nous avions été à la place de ces nervis-là, il y a longtemps que nous aurions été arrêtés, bastonnés et gazés. Figurez-vous que malgré tout ce qui s'est passé, malgré le fait que ces nervis se sont massés devant la porte de la gendarmerie, j'étais même inquiet pour ces gendarmes-là, il n'y a pas eu une seule grenade lacrymogène qui a été tirée. Ce qui est inconcevable. Au moment de cet accrochage, la gendarmerie était là et n'est pas intervenue, vous dites? Non, elle n'est intervenue que justement quand il y a eu le t-shirt ou le vêtement déchiré. D'accord. Avant cela, il y a eu quelqu'un qu'ils ont attrapé, alors qu'ils étaient vraiment nombreux, une trentaine, une cinquantaine. Ils ont attrapé l'un d'entre eux, ils l'ont mis dans leur voiture. Puis, quand ils ont vu que ça devenait de plus en plus sérieux, avec mes vêtements déchirés et tout, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans leur voiture. Donc, ce que les gens ignorent, c'est que nous sommes allés sur le terrain à 2 reprises. Et donc oui, la première fois, quand nous sommes entrés dans notre voiture pour aller à la gendarmerie, effectivement, mon vêtement n'était pas déchiré. Mais vous savez, Babacar, le plus important, ce n'est pas ce vêtement déchiré ou pas. Le plus important pour moi, c'est ce Sénégal déchiré. Le plus important pour moi, c'est les terres de nos paysans déchirés. L'affaire en tant que telle, ces fameux 18 hectares attribués par la mairie de Malicounda pour des projets immobiliers sur la plage, à quelques mètres de la plage en tout cas. Quand on regarde des documents qui ont fuité d'ailleurs dans la presse, il est dit que la mairie va gagner 10% de ce business-là. Pour vous, c'est peu, c'est pas normal. Il fallait pas attribuer ces terres-là qui sont là, qui ne sont pas exploitées. Ce débat-là, Babacar, nous le poserons à Nianing, avec les populations de Nianing. À ce stade, Babacar, ce qu'il faut se poser pour s'en étonner et pour le dénoncer énergiquement, c'est pourquoi est-ce que le maire, ses partisans et ses nervis refusent le débat. Savez-vous que le mouvement Djok Jotna a écrit à 4 reprises au maire de Malicounda, qui n'a à aucun moment donné répondu à une seule de ces lettres. Mais passons. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Parce que ça devrait étonner le débat. Ce ne devrait pas être qui a déchiré le t-shirt, est-ce que le vêtement a été déchiré ou pas. Le débat est pourquoi est-ce que, au mépris de l'article 14 de la Constitution, on empêche des citoyens sénégalais, des citoyens d'une commune, des citoyens d'une autre commune ou d'un autre département ou d'une autre région, mais qui sont quand même citoyens sénégalais, au mépris de cet article 14 qui donne la liberté aux citoyens sénégalais de s'installer partout, de circuler partout au Sénégal, est-ce que cette agression s'est produite à Malicounda au niveau de Nianing? Qu'est-ce que le maire a à cacher? Je pense qu'effectivement, que cette agression-là, les policiers ou les gendarmes devraient se poser la question, à qui profite le crime? Et le crime ne profite qu'à ceux qui ont des choses à cacher dans ce dossier-là. Si le maire n'avait rien à se reprocher, n'avait rien à cacher, il n'aurait pas agi comme ça. Aller jusqu'à violenter... Mais les attributions ont été validées par l'autorité administrative départementale, préfet ou sous-préfet. Je veux dire, ça a été validé aussi, même si le maire et le conseil municipal ont adopté l'attribution de ces terres-là. Des populations de Malicounda, de Nianing plus précisément, veulent présenter un livre blanc sur les 18 hectares. Veulent le présenter, ces populations, ce mouvement-là, aux populations de Nianing. Ce mouvement invite le FRAPP. On empêche la tenue
de cette présentation du livre blanc. Je n'en suis pas pour l'instant dans le fond. Et j'éviterai d'aborder le fond. J'en suis juste au début, c'est-à-dire que des citoyens d'une commune, des citoyens d'un pays, Malicounda et le Sénégal, sont empêchés de discuter de 18 hectares dans la commune de Malicounda, dans la localité de Nianing. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux. Il y a de quoi fuiner. Pour l'instant, je n'entre pas dans le fond. C'est extrêmement grave que cela se soit produit. Et donc, cela pose même la question de la gestion démocratique de la commune de Malicounda. Que des citoyens écrivent à M. le maire pour l'interpeller sur 18 hectares, que M. le maire ne réponde pas à ces citoyens de sa commune. C'est-à-dire que même si le FRAPP n'existait pas, même si Guy Marius n'existait pas, la question à se poser, la chose à dénoncer, c'est comment est-ce que Maguette Sène, comment est-ce que le maire Maguette Sène, comment est-ce que le conseil municipal de Malicounda gère la commune de Malicounda? Est-ce de manière transparente? Est-ce de manière démocratique? Est-ce de manière inclusive? Il n'y a pas que c'est cela le problème. Il n'y a pas que Malicounda, Nianing, où on constate des litiges fonciers. Non loin de là, à Ndengler par exemple, où cette semaine des violences se sont produites là-bas, de nouveaux affrontements qui ont poussé l'État, à travers le préfet du département de Mour, à faire arrêter l'exploitation des 80 hectares en question par le groupe Sedima. Comment vous avez suivi ces événements, les derniers de Ndengler? Il y a Ndengler, j'y reviendrai. Il y a aussi Kenyambour dans le même département. Il y a Guéréo dans le même département. Il y a Balabougou dans le même département. Il y a Darussalam dans le même département. Il y a Kanten actuellement et Niagis à Ziguinchor. Il y a Kafountine. Il y a Medina Wandifa. Vous avez l'impression qu'en même temps qu'il y a le coronavirus, il y a le corona souffle. Il y a le corona foncier. C'est extrêmement grave. Ce pays-là est atteint de cette pandémie, et c'est curieusement, le président de la République ne prend pas des mesures aussi hardies que celles qu'il a prises par rapport au coronavirus. Il a fait le constat que les litiges fonciers, ils sont nombreux dans le pays. Oui, mais passé ce constat, il n'y a pas une commune dans ce pays-là, il n'y a pas un département dans ce pays-là qui n'a pas sa légion de litiges fonciers, sa légion de spoliation foncière. Ndengler. Il y a un an, toute l'opinion sénégalaise était émue de ce qui s'y passait. Déjà, je condamne, je dénonce l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, le président Macky Sall, qui pendant 12 mois, entre l'an passé et cette année, n'ont pris aucune mesure, le gouvernement et le président de la République, pour nous éviter ce qui s'est passé cette année à Ndengler. Nous savions clairement qu'il y avait les germes d'une bataille, d'un combat entre populations. C'était latent, visible depuis c'était latent malgré la solution provisoire. Tout à fait, rien n'a été fait. L'État néocolonial du Sénégal a été irresponsable. Le président Macky Sall, qui est très prompt à arrêter, à bastonner, à embastiller des gens, ne l'est pas autant pour préserver la paix sociale à Ndengler ou ailleurs. Sur Ndengler, le promoteur, je vais terminer le sur patron Ndengler. du groupe Sedima, il détient un titre foncier. C'est à mettre sur la balance dans l'analyse. Mais de toute façon, vous ne m'avez pas encore entendu dire quoi que ce soit, en tout cas dans le cadre de cette émission, sur l'affaire Ndengler. Sur l'affaire Ndengler, je voudrais dire peut-être 2 ou 3 choses. La première, c'est que, contrairement à ce que beaucoup disent sur cette affaire-là, ou la manière dont ils présentent cette affaire-là, moi, j'ai une toute autre manière de la présenter. Je pense que les populations de Ndengler sont des victimes. Mais je pense aussi que Babacar Ngom et Sedima sont des victimes. Toutes les 2 parties des victimes de cet État irresponsable. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, Babacar Ngom a fait une demande
au conseil rural À l'époque. à l'époque. Et sur les 46 conseillers, les 45 ont approuvé. Il a déposé sa demande de bail en bonne et due forme. Il a déposé sa demande de titre foncier en bonne et due forme. Il n'y a rien dans ce que Babacar Ngom a fait qui soit illégal. S'il y a illégalité, c'est du fait de l'État. J'en viens aux populations qui habitent là-bas depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, qui cultivent ces champs, qui vivent de ces champs. Ces populations également sont victimes. Sont d'autant plus victimes que jamais l'État du Sénégal, qui parle de zone des terroirs, n'a délimité dans les différents départements, dans les différentes régions. C'était quoi la zone des terroirs? Parce que je le répète encore une fois, le FRAPP l'a répété plusieurs fois, Babacar. Problème de Il y a cadastre. ce qu'on appelle Problème de cadastre. la zone des terroirs. Il y a la zone de la La forêt classée. délimitation. Il y a la zone urbaine. Il y a la zone pionnière. Il y a 4 zones. Et l'État du Sénégal devait prendre des décrets pour partout au Sénégal délimiter ces 4 zones. La zone pionnière, c'est la zone pour les investissements. La zone des terroirs, c'est la zone pour les villageois. L'État a préféré laisser ce flou-là parce que ça lui permet, d'accord, de jouer avec le foncier, de s'enrichir avec le foncier. Et c'est justement ça qui s'abat sur les villageois de Nengler et de Djilakh, qui s'abat également sur les investisseurs, particulièrement les investisseurs sénégalais. Je crois, et je lance un appel, je pense que Babacar Ngom, pour qui j'ai énormément de respect, il m'appelle Djerbat, je l'appelle Semenidjaï. Je pense que Babacar Ngom ne devrait pas regarder les gens de Nengler, les gens de Nengler comme Et de ses Djilakh. adversaires et de Djilakh comme ses ennemis. Je pense également que nous, population de Nengler, nous, population de Djilakh, nous devrions comprendre que, en réalité, nous sommes des victimes. Babacar Ngom est une victime. Babacar Ngom également doit comprendre qu'il est une victime, mais que les populations également sont des victimes. Et qu'ils ont un adversaire commun. Ils ont un ennemi commun. Il y a un responsable commun de cette situation. C'est l'État néocolonial du Sénégal qui, mais vraiment, s'empiffre de foncier. Vous mettez tout le monde dos à dos, mais il faut vraiment Non, pas tout le arbitrer. monde. Non, pas tout le monde. Il faut arbitrer cette affaire-là. Pas tout le monde. Qu'est-ce du qu'il tout. faut faire? Pas tout le monde. Babacar Ngom doit-il renoncer à ses terres? Pas tout le monde. Je ne mets pas les gens dos à dos. Je dis, les populations sont des victimes. Babacar Ngom est une victime. Le responsable, le fautif, Sur le c'est terrain, l'État du Babacar Sénégal. Ngom fait face à la protestation des locaux. Donc, victime, toutes les parties, d'accord. Oui, oui. Mais la réalité du terrain, c'est que ils sont tous en antagonisme. Mais Comment je vais vous dire arbitrer pourquoi. cette affaire-là? Je vais vous dire pourquoi. Ça a été fait à dessein. L'État l'a fait à dessein pour après essayer de jouer, d'accord, les pompiers, alors que c'est l'État qui est le pyromane. L'État, par sa gestion antidémocratique, par sa gestion boulimique, l'État, du fait que des élus politiques, du fait que des fonctionnaires s'enrichissent et financent leur campagne électorale avec le foncier, c'est cet État-là qui a eu intérêt et qui s'est arrangé pour que ça soit comme tel, qu'il y ait un antagonisme entre, en réalité, 2 victimes. C'est ça la réalité. La question de... Vous savez, tout le Sénégal est en potentiel. Si l'État nucléaire. doit rectifier, comment doit-il faire, à votre avis? Pour moi, si l'État doit rectifier, il doit prendre plusieurs mesures. La première, c'est de voir comment, dans les meilleurs délais, préserver et les intérêts des populations de Nengler et de Djilakh, mais également préserver les intérêts de, comment il s'appelle, Babacar Ngom de Sidima. Maintenant, entre ces 2 parties-là, je pense que les populations sont les plus fragiles. Les populations sont les plus vulnérables. Je pense qu'il faut sauvegarder principalement les intérêts de ces paysans et voir comment dédommager, comment, jusqu'y compris, donner d'autres terres à Babacar Ngom sans que cela ne pose des problèmes. Que l'État dédommage pleinement, d'accord, la Sedima par rapport à cela. Ça, ce sont les mesures ponctuelles, ce sont les mesures immédiates relatives à ce dossier. Mais deuxièmement, je crois qu'il faut un audit foncier dans ce pays-là pour voir qu'est-ce qui a été donné. Est-ce que cela a été dans les règles de l'art? Casser ce qui n'a pas respecté les règles de l'art.
préserver les intérêts de tous les paysans, la terre à ceux qui la travaillent. Il faut un audit foncier. Deuxièmement, il faut prendre les décrets. Des décrets pour la délimitation des différentes zones. Les zones des terroirs, qu'elles soient laissées aux paysans, aux villageois, aux éleveurs. Les zones pionnières, identifiées partout au Sénégal, qu'elles soient réservées aux investisseurs, particulièrement aux investisseurs nationaux, parce que j'en profite, Babacar, pour dénoncer une situation. Ce que les investisseurs blancs, ce que les investisseurs étrangers ont la possibilité d'avoir comme foncier au Sénégal, les investisseurs, les patrons sénégalais n'ont pas cette possibilité-là. Donc, c'est un deux poids, deux mesures inacceptable. Or, nous pensons que Domireo Moy Tabakreo et que les investisseurs, les patrons sénégalais doivent être renforcés, doivent être mis de l'avant. Enfin, je crois qu'il nous faut trouver un système où, Babacar, on dit, dans telle localité, les paysans, il y a le foncier pour les paysans, mais ces paysans n'ont pas d'argent. Il y a des investisseurs sénégalais ou non sénégalais, ils n'ont pas de terre, mais ils ont de l'argent. Il faut que l'État soit assez intelligent pour dire, mais vous n'avez pas de terre, mais vous avez un capital. Vous n'avez pas de capital, mais vous avez des terres, mais mettez ça ensemble et dans le cadre d'une relation win-win. On ne donne pas de terre à celui qui a de l'argent, mais il a de l'argent. C'est son capital. Celui qui a des terres, ce sont ces terres-là qui sont son capital. Et donc, il faut les mettre ensemble. Guy-Marius Sagna, vous encouragez l'investissement local et tout. Sur Ndingler, quand même, comment peut-on attribuer des dizaines et des dizaines d'hectares à un homme d'affaires et en titre foncier? Est-ce que, pour vous, cela participe de la bonne gouvernance? Est-ce qu'on doit mettre entre les mains de quelqu'un de si grosses terres? Un titre foncier. Ce que j'ai dit, c'est clair. La première chose, c'est que si on avait délimité les zones des terroirs dans la commune, je crois, de Ndiaganyao, d'accord, dans la zone, en tout cas, de Ndingler et de Djilakh, il n'y aurait pas eu ce problème-là. On aurait su déjà, bien avant que Babacar Ngom ne fasse sa demande, que cette zone-là, c'est la zone des terroirs et que cette zone n'est ouverte à aucun investisseur, qu'il soit un investisseur national. Est-ce qu'il faut donner des titres fonciers à des investisseurs sur des étendues comme celle-là? Comme Est-ce qu'il faut systématiquement attribuer des titres fonciers? Quand nous avons rencontré un homme d'affaires pour qu'il exploite des terres. Mais justement, donc ça veut dire que vous ne m'écoutez pas. Je disais tout à l'heure que ce qu'un État responsable devrait privilégier, c'est que si un investisseur, qu'il soit national ou étranger, a un capital, mais il amène son capital. Et le capital des populations, ce sont les terres. Et qu'il faut mettre ça ensemble. D'accord? Et déterminer la part de chacune des parties et la répartition. Sans titre foncier, vous êtes clair? Pour moi, ce n'est pas une obligation. Et je vais vous faire une anecdote. Quand il y a 12 mois de cela, nous avons rencontré Babacar Ngom de Sedima, il nous a dit que si je n'étais pas noir, si je n'étais pas africain, je n'aurais pas fait une demande de titre foncier. C'est assez révélateur du malaise des citoyens sénégalais dans leur propre pays. C'est assez révélateur du malaise du patronat sénégalais, en tout cas de la partie patriotique du patronat sénégalais dans leur propre pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les étrangers, particulièrement les Occidentaux, quand ils viennent ici, mais ils ont des surfaces beaucoup plus grandes, ils n'ont même pas besoin de titres fonciers. Mais lui, ou ceux qui, comme lui, sont noirs, sont des Africains, sont des Sénégalais, d'accord, pour garantir, pour protéger leurs investissements, sont obligés en fait d'aller jusqu'au titre foncier. Donc, au-delà même de la protection nécessaire des paysans, des éleveurs, parce que pour moi, c'est ça la priorité, il faut également protéger les intérêts du patronat sénégalais, des investisseurs en fait sénégalais. Et donc, c'est à l'État du Sénégal de tirer toutes les leçons de cela en réglant le cas spécifique de Ndingler, mais en réglant également tous les cas de Médina Wandifa, de Niaguis, de Ndiaël, d'accord, de Pakour, etc., de partout au Sénégal, de Dougar où nous étions en fait il y a en fait une semaine, de Diamniadio. Je dis, tout le Sénégal est un potentiel Ndingler, tout le Sénégal est un potentiel Niaguis ou Médina Wandifa. On continue de parler de terre, de territoire, de terroir pour glisser sur
le nouveau découpage, le projet de nouveau découpage de la région de Dakar. Pour certains, c'est une partition au soubassement politicien. Et on pointe l'exécutif actuel, dirigé par Macky Sall. Vous avez la même conviction sur la question? Je pense que le président Macky Sall a montré les couleurs depuis très longtemps quand il a dit que il est omnibulé par une seule chose, de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Le président Macky Sall sait que dans les zones urbaines, particulièrement à Dakar, il n'est pas majoritaire. Le président Macky Sall sait que qui gagne Dakar a beaucoup de chances pour gagner le Sénégal. Le président Macky Sall se souvient également que la chute du président Abdoulaye Wade a commencé notamment en 2009 avec la perte des zones urbaines. Et donc le président Macky Sall, qui a tiré les leçons du passé, ne veut pas se laisser surprendre par une élection locale perdue qui va préfigurer sa chute, la chute de son parti et de sa coalition. Il a également annoncé les couleurs quand il a dit « Oui, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désigner le maire de Dakar. » Le nommer? Ouais. Nomination du maire de Dakar. La question a été soulevée à un moment. Tout à fait. Mais même si vous désignez le maire de Dakar, dans le département de Dakar, il y a 19 communes. Et si vous êtes minoritaire, vous serez minorisé dans les 19 communes. Puis il a dit... On supprime les villes. On va même les supprimer. Mais cela ne change pas la problématique, parce que les 19 communes vont rester et vous allez être minorisé. Et donc, c'est là où il nous a sorti un troisième lièvre de son chapeau, consistant à annoncer un redécoupage de certaines localités, dont celle de Dakar. Pour moi, l'objectif, il est très clair, c'est avoir un système qui lui permet à lui, son parti et sa coalition de gagner des élections, d'organiser des élections courues d'avance, gagnées d'avance. Système de parrainage, le montant de la caution, le découpage. Si tant est que Macky Sall est en train de manœuvrer pour conserver le pouvoir, il le fait pour lui personnellement ou pour un dauphin, potentiellement? Je dois vous avouer que je n'ai pas beaucoup réfléchi à la question. Les questions qui m'ont le plus interpellé par rapport à cela, c'est d'abord que le président Macky Sall... La question en simple, c'est est-ce que vous pensez qu'il va persister pour un troisième mandat? Justement, que le président Macky Sall et ses alliés sachent qu'il est à son deuxième et dernier mandat. Ça, c'est le premier point. Que nous n'accepterons pas, et nous sommes prêts à y laisser nos vies, que le président Macky Sall soit candidat une troisième fois. Il a déjà dit que ce qui s'est passé en mars, ces événements meurtriers, ça ne va plus se reproduire. Mais à la bonne heure, j'espère qu'il a compris. Parce que oui, nous espérons que ça ne va plus se reproduire. Et pour nous, cela signifie qu'il ne va plus poser des actes qui vont pousser nos organisations, nous citoyens, à sortir dans la rue pour résister. Parce que nous résisterons. Nous résisterons à une troisième candidature. Nous résisterons au découpage politicien. Nous résisterons à l'oppression du peuple sénégalais, que ce soit par la spoliation foncière, par les licenciements arbitraires, par l'accaparement des forages, par les recrutements clientélistes. Nous résisterons à tout cela. Et donc, les thèmes de votre manifestation de samedi d'ailleurs, sur Dakar. Il a intérêt, oui. Hier, nous avons, dans le cadre du Front Multilutte d'Oïna, organisé un rassemblement, dont l'origine vient du fait que les travailleurs de FH Marine souffrent le martyre avec la direction blanche, la direction française qui opprime les ouvriers. Figurez-vous, Babacar, que ces travailleurs... quand ils ont commencé à travailler à FH Marine, devaient faire 8 heures de temps par jour. Ils travaillent 12 heures de temps et les 4 heures supplémentaires ne leur ont jamais été payées depuis 2019. On est dans quel pays là? Babacar, est-ce qu'il y a un ministre du Travail au Sénégal? J'en doute.
à moins qu'il soit un ministre des patrons voyous. Figurez-vous, Babacar Fall, que les salaires des travailleurs de FH Marine ne sont jamais fixes. Ce mois-ci, c'est 100 000 francs par exemple. L'autre mois, c'est 90 000. L'autre mois, ça fait 80 000. Voilà ce pourquoi ces travailleurs se sont mobilisés, nous à leur côté, et 1 ou 2 jours avant la fête du 1er mai, alors que on doit valoriser, renforcer les travailleurs. Un des principaux dirigeants de ces travailleurs a été licencié, notre compatriote André Mendy, un licenciement que nous considérons comme abusif. Ils ont dit qu'ils allaient manifester. Nous leur avons dit, oui, nous allons manifester à vos côtés, mais nous vous demandons juste que cette manifestation soit la possibilité de donner la parole à tous les collectifs, que ce soit de Thiénaba, de Médina Wandifa, que ce soit de Jaxaay qui courent depuis 16 ans derrière leur maison, Babacar. Ils ont été chassés de Pikine et Guédiawaye en 2005. Devaient avoir leur maison dans le cadre du plan Jaxaay. 386 familles, depuis 16 ans, n'arrivent pas à obtenir leur maison de l'État du Sénégal. L'État du Sénégal étant tellement irresponsable qu'il laisse prospérer le phénomène qu'on appelle Oubi Dek. Mais également, les laveurs de voitures, restauratrices, vendeurs de pièces détachées, menuisiers, mécaniciens, jouxtant la cité mixta, qui ont été comme ça déguerpis. Il semblerait que c'est pour donner le terrain à une grande surface. Cela fait trop de protestations à gérer pour vous. Comment vous faites d'ailleurs? Comment nous faisons? Il y a 1 an, nous avons lancé le Front Multilutte Doïna pour justement fédérer toutes ces protestations-là, fédérer tous ces collectifs-là, que ce soit le collectif de Niaguis, que ce soit le collectif de Médina Wandifa, que ce soit celui de Keur Moussa, les fédérer tous, que ce soit le collectif des animateurs culturels, que ce soit nos compatriotes des zones rurales qui se battent pour contre la dépossession de leurs forages qui ont été donnés à Aquatec et à Flexo. Donc oui, fédérer tout cela, et c'est pour ça que nous lançons un appel aux citoyens sénégalais, où que vous soyez, organisés en collectif, pour lutter contre l'expoliation foncière, contre vos forages qui vous ont été accaparés, contre les licenciements arbitraires ou des arriérés de salaire, contre des démolitions de maisons, des déguerpissements. Nous vous tendons la main dans le cadre de Doïna pour édifier un rapport de force, afin de rendre nos luttes, vos luttes, plus visibles, plus audibles, mais afin d'ériger un rapport de force pour que le président Macky Sall arrête d'être sourd et muet face à nos justes et légitimes revendications. Macky Sall et les prochaines élections locales, l'audit du fichier électoral qu'il avait commandité, et tout ce qui s'en est suivi comme nouvelle polémique, on n'en finit jamais. De part et d'autre de l'opposition, on se dit que le fichier reste corrompu. La majorité, bien sûr, pense le contraire. Je voudrais dire 2 choses. Je voudrais dire à l'endroit de tous les citoyens sénégalais que le débat sur le calendrier électoral, le débat sur le fichier électoral, le débat sur le système électoral sénégalais, il est important. Mais nous, citoyens sénégalais, nous ne devons pas accepter qu'il soit plus important que le quotidien des Sénégalais, fait de spoliation, licenciement, arriérés de salaire, démolition de maisons, difficultés pour se soigner, difficultés pour aller dans une école de qualité. Et donc, nous devons exiger de toute la classe politique. Et quand je dis classe politique, je n'entends pas seulement les partis politiques, mais de tous les acteurs, que le débat sur le calendrier électoral et le système électoral ne peut pas primer sur le débat lié à la vie de tous les jours des citoyens sénégalais. Cela étant dit, il faudrait également que les citoyens sénégalais comprennent que oui, nous devons nous mobiliser d'abord et principalement pour le manger, le vêtir, le loyer, l'école, la santé, etc. Mais nous devons comprendre également que le sort qui nous est fait dans ces questions, pour le changer aussi, il faut que nous puissions voter pour des élections locales, pour des élections législatives, pour l'élection présidentielle. Parce que ce sont des communes, des conseils municipaux qui ont délibéré contre les populations, qui ont dépossédé les populations de leurs terres. Eh bien justement, Guy Marius Sagna, est-ce que ces prochaines élections locales, vous serez candidat quelque part? Je suis candidat, Babacar Fall, candidat à la défense intransigeante des intérêts des populations, candidat à être
S'il vous plaît, ne nous voyez aux pas. côtés Répondez, des populations. Est-ce que vous êtes intéressé à une candidature quelque part dans le pays aux prochaines locales? Oui, je suis intéressé évidemment à une candidature Babacar Fall. Cette candidature À Dakar ou en Casamance? c'est celle de serviteurs du peuple sénégalais. C'est celle de défenseurs, d'accord, intransigeants, inflexibles des intérêts des différentes couches opprimées du peuple sénégalais. Pour moi, c'est indécent aujourd'hui de parler d'élections présidentielles, de parler d'élections législatives, de parler d'élections locales, alors que notre case, le Sénégal, brûle de partout. Alors que le peuple sénégalais souffre de partout. Que ce soit les paysans, que ce soit les étudiants, que ce soit les élèves, que ce soit les éleveurs, que ce soit les Sénégalais qui veulent se soigner, qui veulent avoir une éducation de qualité. Pour moi, c'est ça le débat. C'est ça la priorité aujourd'hui. Et si nous devons être candidats, soyons candidats à ça. L'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO sur le parrainage à la présidentielle, faut-il vraiment supprimer le parrainage ou faut-il laisser tout le monde se présenter à vous, du moins tous ceux qui le désirent? En réalité, c'est une honte que la justice communautaire épingle l'État du Sénégal. Mais cela, des citoyens l'avaient dit. Plusieurs citoyens et plusieurs organisations l'avaient dit. Que ce parrainage-là était un parrainage politicien. Ce parrainage-là était un parrainage qui ne visait qu'un seul objectif. Il faut le maintenir et le réviser, c'est ça? Vous savez, à la limite, pour moi, ce n'est pas le parrainage en tant que tel qui pose problème. Mais c'est la manière dont ça a été fait comme manière d'exclure des candidats de manière antidémocratique. Pour moi, oui, il faut revoir tout le système électoral sénégalais. Il faut revoir cette histoire de parrainage. Il faut revoir ces histoires de scrutin proportionnel, scrutin majoritaire. Il faut revoir le montant de la caution. Il faut revoir plein de choses. Il faut revoir aussi le fait que nous avons des élus qui, une fois élus, sont libres comme l'air. Les citoyens qui les ont élus n'ont absolument rien pour les attraper et leur imposer leur volonté. Des élus contre lesquels il nous reste en fait qu'une seule chose, c'est attendre dans 5 ans pour savoir s'ils sont reconduits ou s'ils sont dégagés. Il faut également revoir cela. Nous avons un système représentatif où, en réalité, le peuple est dépossédé de sa souveraineté. Cette souveraineté étant prise en otage par la classe politique, qu'elle soit sénégalaise, qu'elle soit malienne, qu'elle soit togolaise. Oui, c'est pour ça que le FRAPP se bat, notamment pour 2 choses. La souveraineté économique, monétaire, commerciale, mais la souveraineté populaire, la souveraineté démocratique, pour rendre le pouvoir au peuple, que ce soit le peuple municipal, que ce soit le peuple départemental, que ce soit le peuple national ou continental. Guy Marius Sagna, vous êtes assistant social de formation. L'affaire des bébés morts au service de néonatologie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère, le procureur de Louga a ouvert une information judiciaire. Des agents de l'hôpital ainsi que l'ex-directeur visés par l'enquête. Le SAMES, un syndicat qui regroupe des médecins sénégalais, entame une grève de 48 heures à partir de demain pour dénoncer ces poursuites judiciaires contre leurs collègues. Quelle est votre position sur ce sujet? D'abord, présenter toutes mes condoléances, ma solidarité aux familles qui ont perdu leurs 4 bébés. Tout d'abord. Ensuite, dénoncer énergiquement ce qui s'est passé dans cet hôpital. Babacar, c'est en 2014 que j'ai écrit un document montrant comment l'hôpital régional de Sédhiou était géré. Et au-delà de l'hôpital régional de Sédhiou, j'ai extrapolé pour montrer que il fallait revoir la gestion de nos hôpitaux. Que nos hôpitaux étaient des mouroirs, que nos hôpitaux étaient devenus des entreprises. Oui, mais, précisément ce que je voudrais montrer sur par cette là, affaire de Linguère, c'est que la responsabilité, elle est d'abord la responsabilité de l'État. Mais non, c'est pas l'État qui va surveiller des bébés sous couveuse. Il y a des personnes payées pour faire ce travail-là qui ne l'ont pas fait, sans doute, et ça qui a conduit à cet accident mortel. On fait confiance à votre objectivité. Il y a une responsabilité directe d'abord, non?
Guy Marius Sagna. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est la responsabilité de l'État d'avoir suffisamment de médecins, suffisamment d'infirmiers, suffisamment de sages-femmes. Savez-vous combien de personnel de santé il y a dans l'hôpital de Linguère, d'une part? D'autre part, savez-vous combien de personnes cet hôpital polarise? Eh bien, savez-vous, Babacar, que les normes de l'OMS disent que c'est un hôpital pour 150 000 habitants? Au Sénégal, nous avons un hôpital pour 450 000 habitants. Et donc, vous comprenez par là que nos hôpitaux sont débordés. Vous comprenez par là que nos braves médecins, nos braves sages-femmes, nos braves infirmiers, nos braves spécialistes sont débordés. Parce que tout simplement, nous sommes dans un déficit criard. Du fait de qui? Du fait de l'État. Du fait de qui? Du fait de ceux qui ont géré ce pays, qui ont préféré s'en mettre plein les poches plutôt que de recruter suffisamment de sages-femmes, suffisamment de médecins et d'infirmiers. Donc oui, vous voyez, Babacar, que vous ne pouvez pas, par quelque bout que vous preniez ce problème, même d'autres problèmes, que ce soit dans la santé ou ailleurs. On peut être d'accord avec vous sur la responsabilité indirecte de l'État. Non, directe. Directe? Absolument. Parce que pour pouvoir pointer du doigt la responsabilité pleine et entière des agents de santé, il faut d'abord les mettre en nombre important. Il faut respecter les nombres, il faut respecter les quotas, il faut respecter également le matériel. Pourquoi est-ce qu'il y avait suffisamment d'extincteurs? Voilà toutes les questions qu'il faut poser. Ce n'est pas pour dire que dans la marche de notre système de santé, il n'y a pas de responsabilité individuelle. Loin de là. Oui, dans notre système de santé, il y a des responsabilités individuelles d'assistants sociaux, de travailleurs sociaux, d'infirmiers, de sages-femmes. Mais ce qui arrive dans nos hôpitaux et ce qui est arrivé de dramatique dans l'hôpital de Linguère, les 90%, pour ne pas dire les 95%, relèvent de la responsabilité première, pleine et entière de l'État néocolonial du Sénégal. Guy Marius Sagna, bientôt la fin de cette émission. Il ne reste que 3 minutes. Le système de santé, vous le dénoncez tout le temps. Question personnelle, le Covid-19, vous êtes-vous vacciné contre le Covid-19, Guy Marius Sagna? Vraiment 2 secondes. Absolument pas. Parce que j'ai estimé que nous n'avions pas suffisamment de vaccins et que moi, je ne faisais pas partie des Sénégalais vulnérables. Je pense que le peu de vaccins que nous avons, nous, pays du Sénégal, nous devons le laisser aux couches vulnérables, les diabétiques, ceux qui sont hypertendus, etc., les asthmatiques, etc. Êtes-vous toujours un salarié de l'administration publique? Mais je suis toujours un agent du ministère de la Santé au frigo depuis 2014 pour avoir dénoncé la situation des hôpitaux et le Covid-19 a montré, prouvé que j'avais totalement raison et que je ne demande pas de décoration, mais je ne devrais pas être sanctionné. On parle de tout dans cette émission aujourd'hui avec vous exceptionnellement. On va parler sport, oui. On parle sport avec Guy Marius Sagna. Les stades de football du Sénégal qui ne répondent pas aux normes FIFA, ça vous a choqué? Le sport sénégalais est un membre malade d'un corps malade. Il ne peut pas y avoir un sport en bonne santé dans un pays où tous les secteurs sont en très mauvaise santé, pour ne pas dire en agonie. Cela doit avoir quoi comme conséquence cette affaire de stade non homologué? Le ministre des Sports et le président de la Fédération sénégalaise de football hyper indexés. Vous savez, quand vous avez un président qui n'est pas homologué avec des politiques qui ne sont pas homologuées, il ne faudrait pas être étonné que nous ayons des stades non homologués. Cette histoire de stade montre tout simplement ce que nous disons par rapport à tous les autres secteurs. Quand 90 à 95% de votre or sort du Sénégal et qu'on ne vous en laisse que 5%, vous n'avez pas suffisamment d'argent pour avoir suffisamment de personnel de santé, de personnel d'éducation et donc de stades. Vous n'en avez pas suffisamment pour avoir des policiers et des gendarmes en nombre suffisant. C'est pourquoi je dis, encore une fois, Babacar, le sport est le membre malade d'un corps malade qui s'appelle le Sénégal. L'actuel président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, qui voudrait briguer un 4e mandat à la tête de l'instance dirigeante du football sénégalais, les mandats multiples, vous n'êtes pas d'accord? Sur Augustin Senghor aussi? Je pense tout simplement que je suis d'accord avec la sagesse populaire sénégalaise qui dit Digle Tchangay, Dangawara Sangu.
à savoir que nous devons être en fait le Sénégal pour lequel nous nous battons. Nous devons être à l'image de ce pourquoi nous nous battons. Nous devons être le changement pour lequel nous nous battons. C'est-à-dire, si nous disons que oui, le président de la République ne doit pas avoir plus de 2 mandats, nous devons également nous battre pour que cela soit le cas du sommet de l'État, du sommet du pays à la base. Parce que c'est depuis la base qu'on va commencer à inculquer aux citoyens sénégalais le respect de certaines valeurs, de certaines vertus, de certaines lois, de certaines dispositions. Et donc, si dans les ASC, si dans les syndicats, si dans les mouvements citoyens, si dans les partis politiques, on ne respecte pas la limitation de mandat ou il n'y a pas de limitation de mandat, pourquoi voudriez-vous que les gens aient, d'accord, la culture, voilà, passez-moi le mot, la culture du respect de la limitation de mandat. Oui, je pense qu'effectivement, il faudrait que nous respections tous cette limitation de mandat, mais c'est à l'État de donner le là. C'est à l'État de donner, en fait, de donner l'exemple par le haut. Voilà, de donner l'exemple. Et malheureusement, à ce niveau-là, l'État est tout sauf un modèle. Merci Guy-Marius Sagna d'être passé devant le grand jury de RFM encore une fois. Vous êtes membre fondateur de FRAPP. On ajoute toujours France Dégage, non ? N'est-ce pas ? Nous disons aujourd'hui plus que jamais, pour la souveraineté monétaire, France dégage. Merci. Merci à toutes les équipes techniques et digitales. Restez avec nous, les programmes continuent. Le grand jury revient la semaine prochaine. Excellente fin de week-end. Mi te kan hamrayitin